C'est que j'ai un PowerPoint, mais je suis désolée, mais le PowerPoint, c'est en anglais, mais c'est plutôt des images. Et je vais expliquer toutes les images. Donc, vous allez entendre tous, j'espère. J'ai aussi quelques vidéos que je vais partager, mais les vidéos aussi sont en anglais, mais je vais aussi les expliquer avant pour que vous puissiez comprendre le contenu. Et ils sont courts et on peut voir visuellement ce qu'ils font aussi dans les vidéos, j'espère. L'autre chose qu'il fallait dire, c'est que si vous avez, je vais laisser au moins 10 minutes à la fin pour des questions. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, ne les mettez pas dans le chat parce que je ne crois pas que vous pouvez les écrire dans le chat parce que c'est un webinaire. Vous devriez écrire dans questions et réponses. Et donc, j'espère qu'on aura un peu de temps pour parler un peu à la fin. D'accord? Donc, et je voulais aussi dire que moi, je ne suis pas la spécialiste dans ce thème. Je suis une personne qui a travaillé beaucoup dans les hôpitaux pour intérêt propre. Et je vais expliquer un petit peu ma route à cette ligne de recherche. Mais il y a beaucoup de personnes, il y en a beaucoup, beaucoup en France qui travaillent aussi dans les hôpitaux, qui savent aussi le champ très bien comme moi. Et je suis très ouverte à avoir des questions ou des commentaires ou des propositions aussi, parce que je pense qu'il y a beaucoup aussi à faire dans ce domaine de travailler avec les marionnettes dans les hôpitaux. OK. Je vais partager maintenant mon PowerPoint et je vais commencer à expliquer un peu mon voyage dans le monde des marionnettes et la santé. Et après ça, euh, je vais parler un peu sur les marionnettes comme des objets sacrés parce que je pense que c'est très important. Pour moi, la marionnette, c'est un objet pour la guérison en soi, dès le début. Et je vais expliquer pourquoi je pense ça. Et après ça, je vais parler sur les qualités et les formes des marionnettes dans les hôpitaux que je connais. Il y a des projets que j'ai faits, mais il y a aussi des projets que les autres personnes ont faits. Et donc, je vais parler des projets, des possibles utilisations de la marionnette. Et puis, je vais vous montrer quelques vidéos exemplaires du travail. Désolée si je tousse, j'ai déjà fait un webinaire en anglais il y a une demi-heure. Donc, je vais réfléchir un peu tout d'abord à la façon dont je suis personnellement devenue attirée par ce genre de travail. C'est quelque chose qui a naturellement évolué à la fois en tant que processus pratique et en tant qu'intérêt de recherche. Mais je voudrais citer un événement très important dans ma vie qui a probablement beaucoup influencé mon intérêt pour le domaine des marionnettes et la guérison. C'était avec mon fils. Quand mon fils, qui a maintenant 23 ans, quand il avait 1 an et 3 mois, il a eu un grave accident. Il a bu de l'acide dans la maison de quelqu'un qui l'a empêché d'avaler ni de la nourriture ni des liquides. Il a été interné beaucoup de temps dans un hôpital très important à Londres pour les marionnettes, pour les enfants, qui s'appelle Great Ormond Street Hospital. Au cours d'une visite, parce qu'on était là chaque semaine, presque chaque semaine, pendant peut-être 3 ou 4 ans, il s'est tombé sur une poupée. Comme il ne pouvait pas avaler, il avait une tube dans le ventre pour la nourriture. Il l'avait pendant 2 ans peut-être. Il a trouvé une marionnette poupée qui avait aussi une tube dans le ventre, qu'il n'avait jamais vue avant. Il était tellement attiré par cette marionnette. Il l'a pris, il l'a embrassée,
il a eu tout le temps, pendant toute la visite, il ne la voulait pas laisser tomber. Il ne la laissait pas pendant toutes les procédures. Il était avec cette marionnette. Et moi, j'ai été très influencée en l'observation de cette relation très, très forte qu'il a développée avec cette marionnette. C'était quelque chose qui validait, dans un certain sens, son existence. Quelque chose qui était comme lui. C'était un peu le miroir de lui. Quelque chose qui ne lui demandait rien. Il était entouré par des personnes qui mangeaient, qui boivaient par la bouche. Lui, il ne pouvait pas. Et soudain, il y avait quelqu'un ou quelque chose qui était comme lui. Et c'était très fort, cette expérience. Et chaque fois qu'on visitait l'hôpital après ça, il cherchait cette marionnette. C'est peut-être pour ça, et c'est peut-être pour tout le temps qu'on a été dans les hôpitaux avec lui, que je suis devenue si intéressée pour les marionnettes et la guérison. Je travaille dans deux universités. Je travaille dans l'université d'Exeter, dans le sud-ouest du Royaume-Uni. Je travaille aussi dans l'école centrale, école de théâtre à Londres, qui font partie de l'université de Londres. Et avec des étudiants, nous travaillons dans plusieurs hôpitaux depuis plusieurs années. Nous travaillons dans un hôpital à Londres, dans avec les enfants. Nous travaillons aussi avec des autres étudiants dans deux hôpitaux dans la Provence où j'habite, Devon, euh, dont le capital c'est Exeter. Et donc, nous travaillons avec les enfants dans l'hôpital de Exeter et aussi dans l'école de cet hôpital. Et on travaille aussi avec les autres personnes, avec les enfants, mais aussi avec les adultes dans un autre hôpital qui est assez proche d'Exeter, près d'Exeter. Donc, on a fait beaucoup de projets. On a fait des projets pour les enfants qui sont à l'hôpital de longue durée, qui sont là juste pendant une journée. On a fait des projets aussi avec beaucoup de médecins et d'infirmiers qui ont fait la formation avec les marionnettes pour plusieurs raisons que je vais expliquer euh, bientôt. Donc, et j'ai vu beaucoup d'autres projets. Donc, je vais vous montrer une variété de projets et je vais faire un commentaire sur les possibilités de la marionnette dans les hôpitaux. Et il faudrait dire peut-être euh, qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contextes, beaucoup de possibilités pour les marionnettes et on a peu de temps. C'est une ligne de recherche jusqu'à maintenant, peu recherchée, je dirais, mais je vais mentionner quelques-uns et on peut parler après. OK, mais avant que je commence à parler sur les marionnettes dans les hôpitaux, je voulais parler un petit peu sur les marionnettes comme des objets sacrés. Parce qu'on comprend, nous savons déjà que la première utilisation des marionnettes était dans les cérémonies funéraires, avec la guérison pour les personnes qui étaient en lutte et comme compagnon pour les personnes qui étaient mortes. Dans le monde, il y a toujours aujourd'hui beaucoup d'exemples de marionnettes qui apparaissent dans les rites funéraires. Et il y a aussi beaucoup d'exemples de marionnettes qui apparaissent dans la guérison, hors des hôpitaux. Par exemple, en Indonésie, cette image-là, c'est des marionnettes Tau-Tau en Indonésie qui font les présentations dans les funérailles.
et souvent après la mort d'une personne pour montrer qu'il y a toujours de la vie après la mort. Il y a des marionnettes qui dansent dans la rue, au Népal, par exemple, qui s'appellent Tamak, qui dansent dans un festival qui s'appelle le Festival de la Vache, qui dansent dans le premier festival après la mort de quelqu'un, pour montrer que la personne est encore vivante, mais seulement dans un autre monde. Au Bénin, il y a un rite très intéressant sur les jumeaux, qui c'est assez fréquent que quand ils naissent des jumeaux, un des deux meurt. Donc, il y a une cérémonie avec les marionnettes qui dansent pour montrer que les deux sont toujours relationnés, qu'ils se communiquent, bien qu'un d'eux était mort. À Taïwan, il y a un exemple très intéressant sur les marionnettes qui existent aujourd'hui en jour. Quand une personne a un accident ou est malade, souvent la tradition, c'est d'appeler à la marionnettiste qui vient, il fait danser une marionnette. Quand il y a eu par exemple un accident de voiture dans la rue, la marionnette est mise à danser dans la rue pour chercher des fragments de l'âme de la personne qui a été blessée. Puis la marionnettiste va à l'hôpital et danse une seconde fois pour que ces fragments peuvent se réunir avec le corps de la personne blessée. C'est super intéressant, cet exemple-là. À Burkina Faso, il y a des marionnettistes qui vont avec les médecins traditionnels à faire un diagnostic de la maladie. Tous ces exemples nous montrent que la marionnette est en soi inutile pour la guérison. Maintenant, je vais parler un peu sur l'histoire des marionnettes dans les hôpitaux. Et je vais aussi mentionner quelque chose qui s'appelle la médecine narrative. La médecine narrative, c'est une idée développée au premier lieu aux États-Unis par Rita Charon, qui place le patient au centre de la rencontre médicale et repose sur 6 principes importants. L'intersubjectivité, la relationnalité, la personnalité, l'incarnation, l'action en faveur de la justice et la créativité. Moi, je dirais que les marionnettes sont excellents exemples de intersubjectivité, relationnalité, créativité, incarnation, etc. Donc, la médecine narrative, c'est une idée que la maladie ou la souffrance dépend beaucoup de quelqu'un. L'expérience qu'on a dépend que les narratifs qu'on a autour. Donc, c'est très important qu'on comprenne que les médecins, les infirmiers comprennent l'expérience de la personne et non pas seulement les symptômes d'une maladie. Donc, c'est très probable que les marionnettes ont été utilisées dans les hôpitaux depuis des siècles, mais nous savons que la recherche, c'est assez récent. Et il y a des documents qui nous disent qu'il y a eu des marionnettes dans les hôpitaux pendant les années 50 et 60 du dernier siècle. Ce fut bien une période de grands changements sociaux et les arts étaient très valorisés dans les contextes appliqués d'une manière qui n'était pas comme ça avant. Cependant, la période d'après-guerre, surtout, les marionnettes ont été beaucoup dirigées vers les enfants. Et c'est pour ça, peut-être, que les marionnettes dans les hôpitaux sont plutôt, pas toujours, mais souvent avec les enfants. Il y a une grande exception et je veux souligner
l'exemple en Argentine, au début des années 60 du dernier siècle, une étude très, très importante pour l'utilisation des marionnettes par un Argentin qui s'appelait Jaime Rojas Bermúdez, qui travaillait avec des patients, des adultes, dans l'hôpital de Borda, avec une marionnettiste très connue, Ariel Bufano, argentin, pour utiliser les marionnettes pour engager des adultes hospitalisés avec des problèmes mentaux, avec des maladies graves mentales. Ce projet a été extrêmement important pour l'utilisation des marionnettes auprès des adultes hospitalisés et a eu des répercussions considérables sur le développement du théâtre de marionnettes avec les personnes avec des maladies mentales. Il disait une chose très intéressante, Jaime Rojas Bermúdez, que je trouve très, très important. Il disait que le visage de la personne humaine est compliqué. C'est en mouvement constant. Ce n'est pas transparent. Il dit beaucoup de choses à la fois. Et pour les personnes qui ont souffert la trauma ou qui ont des problèmes mentaux, des maladies mentales, ça peut être dangereux parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce que dit le visage humain. Mais les marionnettes, mais je sais qu'il y a les marionnettes qui ont des visages qui bougent, mais en général, c'est les visages qui ne bougent pas beaucoup. Ils ont une expression assez fixe. Jaime Rojas Bermúdez, il dit que le fait d'avoir une expression plus fixe, c'est beaucoup moins dangereux pour une personne qui a une maladie mentale parce qu'ils peuvent le comprendre. C'est aussi très important pour les personnes qui sont neurodivergentes, par exemple. Et on sait déjà qu'il y a des personnes autistes qui travaillent beaucoup avec les marionnettes avec beaucoup de succès. Donc, Rojas Bermúdez a fait beaucoup de recherches sur cette ligne, non, pas seulement avec les marionnettes, mais aussi avec les masques. Et, et il y avait des personnes qui n'avaient pas parlé, par exemple, pendant des années, qui, à travers de ce traitement avec les marionnettes, ces jeux qu'ils faisaient dans cet hôpital, Borda, ils ont commencé à parler avec les marionnettes pour première fois. Nous savons aussi que ce fait se passe aussi des fois avec les personnes qui ont la démence, qui ne parlent pas avec les personnes humaines, mais qui commencent à parler avec les marionnettes qui sont les compagnons, qui sont à côté d'eux dans les centres ou dans les hôpitaux. Donc, ça a été très important dans l'histoire. Et cependant, il y a aussi beaucoup d'intérêt pour les marionnettes avec les enfants, mais aussi avec les adultes, dans l'éducation dans l'hôpital pour que les personnes qui étaient dans l'hôpital pouvaient comprendre les procédures, ce qui leur passe, par exemple, les traitements qu'ils doivent avoir. Et je vais vous montrer maintenant un petit vidéo qui est du Canada, donc c'est en anglais, mais c'est une vidéo qui parle avec les enfants, une marionnette qui parle avec les enfants pour leur expliquer ce qui va se passer dans l'hôpital. Donc, un moment pour que je cherche ce vidéo, s'il vous plaît. OK, je vais le partager.
child life specialist, she uses patient puppets to engage kids in medical play, which helps them learn to cope by acting out stories of illness and recovery. Lizzie has cancer, and so she has the things that children with cancer are familiar with. Aiden was diagnosed with leukemia 2 years ago. They're a fun thing to work with if you're learning something new about like what happens when you have cancer. The puppets are designed to demonstrate to children specific medical procedures affecting them and help minimize the scary and painful part of being in hospital. They're less threatening for children, and children feel comfortable. There's a lot of playfulness and purpose and practice and rehearsal, and children start to acquire a sense of mastery and a deeper understanding of what is really going on with them. Mom, I love you. Kidder says puppets like Lizzie, which are made and designed in Winnipeg, are also a medium to teach children and promote understanding and acceptance of differences amongst themselves, with procedures that range from cancer to limb amputations. This puppet and all of us collaboratively play a huge role in helping children acquire some effective coping with amputations and other things that might happen to them. Ok. Je vais expliquer un peu ce qu'il disait. Cet enfant-là avait cancer. Il avait leucémie. Et cette marionnette l'a aidé à comprendre ce qui pouvait se passer, ce qui lui passait, etc. Donc, c'est un moyen, les marionnettes, dans ce cas-là, c'est un moyen de donner un peu de pouvoir à l'enfant. Parce que l'enfant peut aussi décider des choses qu'ils veulent faire chaque jour et les procédures qu'ils leur font aussi. Donc, maintenant, je vais parler de certaines des différentes manières dont les marionnettes sont utilisées dans les hôpitaux du monde entier. Ce n'est pas exhaustif, bien sûr, mais couvre quelques principales utilisations. Donc, au premier lieu, les marionnettes sont utilisées comme moyen de distraire et de divertir. Peut-être c'est une des formes de marionnettes les plus connues et utilisées dans les hôpitaux. Les marionnettes offrent un divertissement et un plaisir léger aux enfants qui souffrent des conditions traumatisantes, de douleur, de fatigue et de la difficulté d'être à l'hôpital en soi avec les procédures intrusives. Puis, à part de distraire, comme nous avons vu dans ce vidéo, les marionnettes peuvent expliquer les procédures. Ils peuvent démystifier les figures dangereuses, par exemple, comme les médecins ou les spécialistes qui viennent leur voir. Les marionnettes sont aussi beaucoup utilisées pour explorer, exprimer les sentiments des enfants. On comprend chaque fois en plus que les sentiments, l'expérience de la maladie, c'est holistique. Ce n'est pas une question seulement de drogue ou de quitter la part qui est malade, mais c'est aussi la guérison, c'est plus large que ça. Donc, la possibilité d'exprimer, de parler, de comprendre les émotions, c'est aussi très, très important. Les marionnettes sont souvent utilisées comme des compagnons pour accompagner les enfants dans les opérations. Les parents ne peuvent pas y aller, mais la marionnette peut y aller. Ils sont aussi des fois utilisés même comme médecins. Et ça, c'est comme les clowns médecins. Vous avez peut-être vu ou entendu parler des médecins clowns qui travaillent dans les hôpitaux. C'est devenu assez populaire dans des récentes années. Maintenant, il y a de la formation pour ces clowns qui travaillent dans les hôpitaux. Et à mon avis, il devrait y avoir aussi des
des marionnettes médecins qui ont une formation spécifique pour travailler avec les enfants. Et les médecins marionnettes sont utilisés aussi pour l'éducation sur les procédures, pour distraire, pour la comédie, mais surtout parce que la figure du médecin en blouse blanche, avec des instruments, avec des équipements, avec des médicaments, devrait devenir une figure accessible, amicale ou bien idiot, grâce à la démystification que fait la marionnette. Et les marionnettes sont aussi utilisées comme des histoires personnelles, individuelles, pour les enfants qui sont dans au lit, qui ne peuvent pas sortir du lit. C'est une histoire individuelle. Souvent, il y a des projets avec des valises, des marionnettes dans les valises qui sont petits, c'est facile de les porter dans les hôpitaux. Et moi aussi, j'ai travaillé beaucoup avec les étudiants, avec des histoires de guérison. Une histoire de guérison, c'est une histoire où le protagoniste rencontre quelques obstacles, mais peut survivre, peut continuer son voyage ou suivre ce qu'il fait. Et il y a une association internationale sur les histoires de guérison dans les hôpitaux et nous travaillons avec eux. Nous montons des histoires dans les valises de marionnettes et l'enfant dans l'hôpital où nous allons peut choisir quelle histoire il veut. Il y a un intéressant débat sur ce thème parce qu'il y a des personnes qui travaillent beaucoup dans les hôpitaux qui disent que les enfants doivent être distraits. Ils ne doivent pas affronter les problèmes de la maladie. C'est beaucoup mieux qu'ils soient distraits. Il y a des autres praticiens de marionnettes et du théâtre en général dans les hôpitaux qui disent que c'est important qu'ils puissent rencontrer leur propre situation, comme mon fils avec ce poupée avec la tube au ventre, par exemple, même si cette histoire est symbolique. Et nous travaillons plutôt avec des histoires symboliques. Et si vous êtes intéressé, je peux mettre après le lien pour les histoires de guérison qu'on fait dans les hôpitaux. Donc, mais si nous passons maintenant, je vais partager maintenant le PowerPoint une autre fois. Ça, c'est l'éducation dans les hôpitaux. Elle est une personne qui a été très importante au Royaume-Uni, Persephone Sextu, qui a travaillé beaucoup dans les hôpitaux avec les enfants. Et elle a monté un projet qui a duré des années dans un hôpital pour enfants à Birmingham, dans le centre d'Angleterre. Et elle a travaillé beaucoup avec les histoires de lit, les histoires qu'ils font pour chaque enfant dans chaque lit. Susan Lynn, c'est une personne aux États-Unis qui a travaillé beaucoup dans l'hôpital de Boston et je vais vous montrer une vidéo dans un petit temps quand elle travaille avec une marionnette qui parle avec un enfant sur ce que cet enfant n'aime pas sur le coronavirus. Et Helium, c'est une organisation en Irlande, dans la République, qui a été très pionnière dans les projets avec les enfants dans les hôpitaux. Je vais aussi, s'il y a du temps, vous montrer un petit vidéo sur ce travail. Ça, c'est médecin marionnettiste, marionnette. Ça, c'est des histoires dans les valises, des petites histoires des valises qu'on peut faire à côté du lit de l'enfant.
Mais je voulais maintenant passer à la formation. Les marionnettes sont aussi utilisées pour former le personnel médical, des infirmières, des médecins et des autres personnes qui travaillent dans les hôpitaux. Les médecins, à travers de la marionnette, peuvent apprendre à utiliser les marionnettes aussi pour l'éducation, mais principalement, c'est utilisé pour que les médecins développent une plus grande sensibilité et réactivité envers des autres corps. Dans plusieurs pays, pas tous les pays, maintenant, c'est récent ça, le personnel médical est désormais obligé d'entreprendre des études artistiques et humaines parallèlement à sa formation médicale, afin de développer des capacités de communication et de l'empathie. Les marionnettes, donc, sont parfois utilisées dans cette formation pour permettre des médecins de considérer les patients comme des individus et de respecter et d'honorer diverses anatomies et conditions, comme vous voyez dans cette image-là. Les marionnettes sont aussi utilisées dans la recherche. Moi, j'ai une collègue qui s'appelle Rachel qui a travaillé avec un médecin, un chirurgien, et ils ont découvert parmi leurs recherches qu'une équipe de marionnettistes se semble beaucoup à une équipe de chirurgiens parce qu'ils ont tous l'énergie dirigée vers un autre corps parce qu'ils doivent travailler en équipe. Et donc, dans ce projet, ce sont des marionnettistes qui ont formé les chirurgiens d'avoir beaucoup de dextérité avec les mains pour travailler mieux avec ces instruments. Et il y a un projet très intéressant de recherche aussi avec une compagnie de marionnettes au Royaume-Uni qui s'appelle Theatre Rights, que vous connaissez peut-être parce qu'ils ont fait des tournées en Europe surtout, qui ont monté un projet en collaboration avec des neurophysiciens dans le même hôpital où mon fils a été traité, sur le cerveau. Je vais vous montrer aussi ce vidéo à la fin du webinaire parce que c'est très touchant et très émouvant et très important parce que ils ont travaillé avec les enfants pour que les enfants puissent comprendre ce qui se passe, mais aussi pour penser à l'avenir, ce qu'ils voulaient à l'avenir pour eux et leur cerveau. Bien, ça c'est les histoires de guérison. Ça, c'est une marionnette qui a fait une adolescente qui était hospitalisée parce qu'elle avait des problèmes avec l'anorexie. Elle avait des problèmes pour se relationner avec les garçons, par exemple. Et ça, c'est une marionnette d'un spectacle qui a été, qui parlait des problèmes mentaux qu'on peut avoir quand vous avez une famille qui ne se parle pas. Donc, non. Maintenant, je vais vous montrer quelques vidéos. Je vais d'abord vous montrer le vidéo de Susan Lin des États-Unis. Je vais vous montrer seulement 1 minute parce que c'est en anglais, mais elle est en train d'expliquer à la marionnette question du COVID. Donc, je vais le chercher. Voilà. No, I think coronavirus, it's the coronavirus.
It's not a person. It's not a person. Mm-mm. Is it an animal? No. Vegetable? No, Mineral? no. It's a sickness. A sickness? Yeah, it's kind of like the flu. Remember when you had the flu and you felt really, really bad? And I had a temperature? Well, the coronavirus is like the flu, but one thing about it, it's very, very, very contagious. What does that mean, contagious? It means that one person can give it to the other person really easily. They can give it to them even if they don't want it? Yes, nobody wants to get this virus, Audrey. And that's why you and I are staying in the house a lot. That's why when we go outside, we don't get near other people. And that's why you can't go to Gus and Milo's house. OK. Et nous, avec les étudiants, nous avons travaillé dans un hôpital aussi avec des thérapeutes du service de AVC qui utilisaient des marionnettes pour communiquer avec les patients qui ne pouvaient parler à cause du AVC. Ils étaient souvent capables d'indiquer à quelle marionnette ils ressemblaient, ou s'il y avait une marionnette très fatiguée, ou s'il y avait une marionnette qui était fâchée, par exemple, ils pouvaient les indiquer. À l'hôpital de Londres, nous avons aussi travaillé avec les marionnettes en image de soi des enfants. Les enfants qui étaient hospitalisés dessinaient son propre corps, puis fabriquaient des marionnettes comme eux, à partir de leur propre corps. Puis, ils les animaient pour exprimer ce qu'ils ressentaient envers son corps. Donc, il y a beaucoup d'utilisations. Mais moi, je dirais aussi qu'ils sont très utiles seulement pour accompagner. Cela peut s'appliquer aux enfants, mais aussi aux adultes. Donc, je vais résumer dans 2 points en particulier. Un résumé des qualités des marionnettes pour une utilisation dans les hôpitaux. Et après ça, une réflexion sur ce qui est nécessaire pour qu'elles soient utilisées plus largement et d'une manière plus ciblée. Les marionnettes sont excellents compagnons. Ils accompagnent sans demander rien. Ils sont très forts aussi pour les personnes qui ont des problèmes mentaux. La recherche nous a montré que l'éducation et la démystification par des moyens visuels est très fort et c'est très retenu dans le cerveau, en particulier quand l'éducation est agréable et amusante. Et la formation, la recherche et l'empathie, c'est aussi très important. Maintenant, je voulais vous montrer une vidéo de cette compagnie en Irlande, Helium Arts, qui ont été pionnières, comme je disais, dans les hôpitaux en Irlande et en général. Desert with a watering hole and trees in it. What do you think about this coming one? It's good. Yeah, why is it good? Well, I've never done it before, really. I worked with one girl one weekend. She was getting all sorts of things going on. With one hand, getting injections of drips, and so we were still making puppets with the other hand. So it was a great distraction. So that's it. Elle dit qu'elle avait travaillé avec un enfant qui avait des procédures, il y avait des injections, et il y avait beaucoup de choses qui passaient, mais avec l'autre main, il fabriquait une marionnette. Good case.
We like create puppets in the morning and then develop a story for the puppets to perform in. And the children either video their puppet show or perform for other children on the Puppet Portal interactive site, which is called Oigella and has been built by the Trinity Centre for Health Informatics. Oigella. Elle dit ils travaillent, les enfants dans l'hôpital, ils construisent leurs marionnettes et puis l'après-midi, ils font un spectacle qui est filmé pour qu'ils puissent voir après ça. Je vais aller un peu plus loin si je peux trouver un exemple. It's delineated by that piece of white out card. Puppet has a physical body and it's got. Ok. Donc, pour finir, je voulais juste dire quelques mots sur ce qui est nécessaire. Je pense qu'il y a un grand besoin de formations claires et planifiées pour les infirmières, pour les médecins et pour le personnel qui travaille dans les hôpitaux. Pas seulement pour les objectifs en développant l'empathie, mais aussi pour mieux utiliser les marionnettes comme guérisseurs eux-mêmes. Il serait très précieux de développer des réseaux des marionnettistes et des marionnettes reconnues dans les hôpitaux à travers les continents et à travers le monde. Il y a beaucoup de travail sur la marionnette et la thérapie et je sais qu'il y a une très forte mouvement en France, par exemple, la marionnette et thérapie. Mais il y a peu de formation pour les marionnettes en hôpitaux en général dans le monde. Je pense que c'est aussi très important la recherche pour connaître les contextes et pour savoir ce qui est nécessaire dans les hôpitaux. Parce que travailler dans un hôpital, c'est très différent. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir n'importe quelle marionnette. C'est très important qu'il y a contrôle des infections, par exemple. Donc, vous devez avoir une marionnette qui peut être lavée après chaque utilisation ou bien que vous pouvez stériliser avec un spray. Donc, c'est important les matériaux. C'est important que les spectacles ou les interventions dans les hôpitaux soient très courts. 10 minutes, c'est déjà suffisant, par exemple, parce que les personnes dans les hôpitaux sortent, entrent, il y a des médecins qui viennent, etc. Et donc, c'est important de connaître les contextes. Donc, j'espère que ça a été intéressant. On a quelques minutes pour des questions. Je vois qu'il y a déjà quelque chose dans les questions, mais je veux finir avec cette fantastique vidéo sur le cerveau animé par Theaterites à Londres.
Ok, très bien. Donc, j'ai fini. Je vois qu'il y a quelques questions. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire à propos les marionnettes spontanées thèmes proposées par Morin dans certains centres psychiatriques? Wow. Euh, Pas beaucoup, je vais essayer. Euh, 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 oui, parce qu'il y a beaucoup d'utilisation des marionnettes dans les centres psychiatriques, comme j'expliquais avant, après le travail de Rojas Bermúdez. Et ce qui a été important, c'est l'interaction du patient avec la marionnette. Donc, euh, au premier lieu, il y a plusieurs relations entre le patient et la marionnette. Il y a la relation quand la marionnettiste utilise la marionnette et le patient observe, répond ou pas. Après ça, il y a des exemples quand les marionnettes sont utilisées par le patient qui exprime quelque chose ou qui parle euh, avec la marionnette. Puis, il y a le cas où il y a deux marionnettes, par exemple de gants, qui parlent entre eux. Les marionnettes spontanées, pour que je comprenne, mais moi, je n'ai pas travaillé dans ce cadre, dans les centres psychiatriques, sont quand les patients montent une marionnette avec les objets qui les entourent pour exprimer quelque chose. C'est ça que je comprends avec ça, qui ont une relation immédiate avec quelque chose autour, qui projette déjà dès le début quelque chose fort. Mais je vais le rechercher un peu plus. Quels sont les
Merci pour toutes ces informations. Quels sont les matériaux utilisés de préférence pour confectionner les marionnettes à l'utilisation dans les hôpitaux? On a utilisé beaucoup le plastique parce que c'est très facile de le désinfecter très vite. Mais il y a aussi des matériaux qui ressemblent à la plastique parce que la plastique, ça devient plus rare grâce au mouvement écologique. Donc, bien sûr, il y a les marionnettes qui sont aussi faites du tissu, mais qui doivent être lavés chaque fois qu'ils les utilisent. Mais en général, le papier mâché, on peut travailler parce que vous pouvez le désinfecter avec un spray aussi vite, mais ils doivent être renforcés dehors pour que les désinfectants ne détruisent pas. Bonjour et merci beaucoup. C'est intéressant. J'aimerais que vous nous parliez un peu du processus de création avec les étudiants en vue d'aller présenter dans les hôpitaux. Quelles étaient les étapes de travail, le type de présentation et le retour avec les étudiants après? Ah oui. Merci Hélène pour cette question. C'est intéressant. Donc, nous sommes toujours partis des besoins des hôpitaux. Donc, le projet a toujours commencé avec des visites avec les professionnels, souvent avec les enfants aussi, souvent avec les parents. Il y a toujours un très grand intérêt au à bien-être des émotions. Il y a toujours un très grand intérêt à l'éducation pour que les enfants, surtout les enfants petits, puissent comprendre les procédures. Donc, la première phase a toujours été une conversation entre moi et les personnels à l'hôpital, puis quelques visites avec les étudiants. Puis, on a commencé à dessiner un projet. Souvent, ce projet a été en même temps qu'aller à l'hôpital et faire, par exemple, des ateliers où les enfants construisent des marionnettes. Puis, quand nous avons fait, par exemple, les histoires de valises individuelles, nous avons pris du temps à connaître les enfants qui étaient là pendant longtemps et en faire des réflexions sur leur situation, conditions dans l'histoire. Donc, puis il y a eu une phase de construction, une phase de répétition, et puis la présentation du spectacle, je dirais plutôt intervention. Il y a toujours une assez large période de réflexion, tant avec les étudiants, tant avec les parents, les médecins, les infirmières et bien sûr avec les enfants, ce qu'ils ont expérimenté, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé. Mais si tu veux m'écrire, je pourrais répondre avec un peu plus de temps. Je vais mettre dans le chat mon courriel. Ah, ok, vous ne voyez pas le chat. Est-ce que vous voyez les réponses aux questions? Oui, je crois. Voilà, voilà mon adresse courriel. Bonjour, j'ai suivi le séminaire en anglais juste avant. Vous avez parlé de donner votre email pour des questions supplémentaires. Je ne l'ai pas trouvé. Est-ce que vous l'avez vu maintenant? J'ai répondu à Hélène Ducharme.
can you recommend any resources for purchasing therapeutic puppets? Do you offer professional development training for people who are learning how to do this work? Je vais le traduire en français. Est-ce que je peux recommander quelques ressources pour acheter des marionnettes thérapeutiques? Et est-ce que j'offre de la formation professionnelle pour les personnes qui veulent faire ce type de travail? On en a parlé dans le séminaire avant, le séminaire en anglais. Et moi, je peux faire la formation, mais il y a très peu de formation pour les personnes qui travaillent dans les hôpitaux avec les marionnettes. C'est plutôt formation comme thérapeute ou comme marionnettiste et puis monter son propre projet. Mais oui, je pense qu'il y a besoin. Moi, je travaille plutôt avec des étudiants universitaires de théâtre et d'autres choses, de médecins ou et médecine aussi. Mais j'ai parlé avec Livia avant. Je pense que il serait très intéressant ce type de formation. Donc, on va en parler. We are going to talk about it. Daniel, about these training courses. And for the first question, can I recommend resources for purchasing therapeutic puppets? There are a few people. I mean, if you don't make puppets yourself, there are a few companies that work in this field. Can you write to me and I will put some other resources? I will send them out because I'm aware of the time and I've got another seminar in 25 minutes. Est-ce que vous auriez des livres en lien avec les artistes, organismes ou travail qui a été fait auprès des enfants dans les hôpitaux? En anglais, oui. En français, je pense qu'il y a des rapports, mais je ne suis pas très au courant des livres sur ça en français. Mais je dirais plutôt qu'il y a une édition d'une magazine qui s'appelle Arts and Health. Il y a une édition spéciale sur les marionnettes avec les contextes de santé. Voilà. Merci pour la... En quelle heure à quelle heure est-ce qu'il est mieux visiter l'hôpital? Ça dépend beaucoup de l'hôpital. Normalement, les médecins font leur tournée vers 9 heures du matin, mais ils arrivent un peu en retard aussi pour les priorités hospitalières. Donc, l'important, c'est l'heure, c'est pas si important. Peut-être pas l'heure du déjeuner, qui sera 12 heures normalement, par exemple. OK, thank you, Hélène. Mais je dirais peut-être une demi-heure le matin vers 11 heures et aussi une demi-heure l'après-midi. Je pense pas, Emmanuel, parce que je dois me préparer pour la présentation en espagnol. Emmanuel me demande si je peux prendre des questions à l'oral, mais je préfère je dois me préparer pour le troisième séminaire en espagnol aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Vous avez mon courriel et vous pouvez m'écrire sans problème. Au revoir. Au revoir. Je ne sais pas si Livia est là et veut dire quelque chose. Je suis là, mais you said everything, so let's prepare for the next webinar. Thank you very much. Merci beaucoup.